Alors, ce qui est intéressant, et ça, c'est un de vos champs d'expertise, c'est que au fil de ces années, depuis les années, allez, on va dire 90, avec le fait que l'image numérique se démocratise, devient une évidence, eh bien, il y a une contre-tendance, une forme de résistance en creux, quantité de gens qui vont revenir à une forme de matérialité qui cadre d'ailleurs avec le retour à la matérialité du rêve du Fab Lab ou de l'imprimante 3D, tout ça c'est lié, hein. Et notamment, je pense à une tendance qui vous est chère, qui est la lomographie, avec ces appareils souvent assez, je ne dirais pas bas de gamme, je dirais plutôt volontairement low-tech, qui viennent de Russie, qui viennent de Chine, et où des jeunes, moi parmi mes étudiantes et mes étudiants, non pas redécouvrent, mais découvrent cette photographie d'avant. Oui, c'est un paradoxe, puisque là, tout ça commence à peu près en même temps que l'émergence du numérique. C'est-à-dire que c'est à la fois une réaction et un moment un peu de partage des eaux. C'est-à-dire que vous avez des photographes qui, c'est pas qu'ils refusent le numérique, mais ils sont dans une culture qu'on connaît bien, qui est une culture alternative. C'est-à-dire qu'en fait, un nouveau standard se met en place. Oh là là, je me mets de côté et j'essaye d'avoir une approche beaucoup distanciée par rapport à cette espèce d'évolution. Alors on connaît ça en musique, hein, la fin du vinyle, l'arrivée du platinisme, hein, c'est-à-dire que une avant-garde naît de l'obsolescence. Et en photographie, on connaît ça par cœur. Il y a un nouveau standard numérique qui est effectivement dans le hi-fi, hein, et on va fabriquer du lo-fi. Et donc on a l'arrivée finalement dès les années 90, en même temps que le numérique, de gens qui disent mais nous, on va promouvoir une photographie pauvre. Et le terme, d'ailleurs, va être largement défendu par certains photographes, certains critiques. Une photo pauvre, comme il y a un art pauvre, comme il y a un arte povera, un mouvement, ça devient une avant-garde qui est en contradiction avec les évolutions. Et le cas de la lomographie, avec cette idée de jeunes Autrichiens qui, en fait, le mur de Berlin tombe en 89, le marché, je dirais, du bas de gamme, des appareils chinois, russes arrivent, on se rend compte que ces appareils qui sont en plastique, qui prennent la lumière, font des photos qui sont ratées, mais que ce ratage, finalement, il est chargé d'histoire, il est chargé de sensibilité, et on va avoir une espèce d'esthétique de la désinvolture, hein, du trash photographique, du trash optique, et il va y avoir, et c'est ça qui est intéressant avec la Lomo dans les années 90, fin des années 90, il va y avoir non seulement un goût et une esthétique, mais une culture du partage, avec cette idée d'une communauté Lomo. Donc la photographie, elle se réinvente à travers l'idée de la communauté et l'idée du pas de côté par rapport à la technologie contemporaine standard. Et le mouvement ne fait que démarrer. Alors c'est intéressant parce que là, justement, on va rentrer dans le cœur du sujet de ces alternatives et revenir au début de la photographie avec le daguerreotype. Moi, j'étais récemment avec une jeune artiste japonaise. C'est un détail, le Japon, mais le Japon qui est très, très intéressé par toutes ces innovations numériques est aussi très intéressé, et chez la très jeune génération, par ces procédés. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous faites comme type de pratique artistique? Elle me dit, je fais des daguerreotypes, je les fais répéter. Donc le daguerreotype, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus pratiqué encore qu'il peut-être il y a 30 ans. Plus pratiqué qu'il y a 30 ans, ça c'est certain. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une génération de photographes qui, on va dire, qui naît, la génération millénium, hein, qui naît avec le numérique. Pour eux, ce n'est pas des procédés anciens, c'est des procédés disponibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un rapport nostalgique, puisqu'ils ne l'ont pas connu. Leurs grands-pères ne leur ont même pas parlé, leurs parents ont commencé pratiquement avec le numérique. Donc ils sont dans un rapport, souvent je dis, pour eux, ce n'est pas avant, c'est ailleurs. C'est-à-dire ils font des images tous les jours comme nous tous, hein, et quand ils veulent faire de la photographie, il faut que ce soit une activité identifiée, spécifique, qui propose quelque chose de nouveau. On a parlé de matérialité, de substance, d'expérimentation. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors quand on met les mains dans le cambouis, on se confronte à des procédés qui ont une histoire, souvent qui sont quand même assez compliqués. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement, quand on n'a pas quelqu'un pour vous expliquer comment on peut faire un daguerreotype, et Dieu sait que c'est compliqué, ou de la gomme micromatée ou autre, eh bien, beaucoup de photographes m'ont dit, on a regardé des tutos. On a regardé des tutos avec des gens qui connaissent bien les procédés, qui expérimentent et qui ont envie de partager. Alors, vous voyez, c'est marrant comment cette culture du partage par Internet, en fait, est celle qui va porter un courant que moi j'appelle alternatif, mais plus globalement, moi je parle même d'une contre-culture. C'est-à-dire vraiment, on a des gens qui sont aujourd'hui, les meilleurs connaisseurs aujourd'hui des procédés historiques sont les artistes contemporains. Alors que
Dans ma génération, c'était vraiment plutôt une génération de gens qui étaient passés par les photoclubs, où il y avait une transmission des procédés, qui avait une connaissance de la matérialité. Aujourd'hui, vous avez des artistes qui ont entre 20 et 40 ans, finalement, qui se mettent à des procédés, qui se font aider ou qui essayent de s'y mettre tout seuls et qui réussissent. Alors ce qui est intéressant, c'est que leur but n'est pas d'obtenir nécessairement les résultats attendus à l'époque, mais plutôt de confronter ces expérimentations à ce qu'eux ont envie de faire. Donc on arrive à une espèce d'hybridation permanente des procédés. Alors on fait du daguerreotype, mais finalement on va le faire pas sur support qui a été prévu, c'est-à-dire la plaque d'étain, on va le faire sur autre chose, etc. Donc on a des possibilités et surtout on n'a plus de dogme. Ça c'est intéressant. Alors pour se mesurer à ça, eh bien, il faut effectivement en repasser par la lenteur, par la difficulté, par le ratage. C'est exactement l'inverse de ce qui va être calculé dans votre appareil photo pour faire une bonne photo tout de suite. Et donc là, il y a un rapport à l'histoire, mais il y a aussi un rapport à la technique qui est tout à fait intéressant. Alors vous évoquiez le fait que les daguerreotypes, c'est aussi avec des plaques d'étain. Alors j'ai noté quelques procédés anciens qui d'ailleurs sont encore utilisés par des artistes comme Dovalouche. Vous expliquez que ça fait partie des artistes contemporains qui connaissent très très bien tous ces procédés. Il y a aussi le calotype. Si vous aviez à donner quelques mots-clés pour nous sur le calotype, vous diriez quoi? Alors le calotype, sa particularité, c'est que c'est un support, le support est papier. Hein, donc c'est Talbot qui invente ça en Angleterre dans les années 1840. On a un support papier qui est imbibé d'une substance sensible à base d'argent et de révélateur avec de l'acide gallique. Donc on appelle ça un procédé gallo-argentique, puisqu'il y a d'un côté le révélateur et de l'autre côté la surface sensible. Mais la particularité, c'est que en fait, ce papier est sensibilisé par immersion, ça fait qu'il est complètement sensible, et qu'on va avoir des images qui vont être prises dans la matière même du papier. Donc souvent, on reconnaît un calotype parce qu'il est extrêmement doux. On n'a pas des détails très précis. C'est l'inverse du daguerreotype qui est sur support de cuivre et d'argent. Hein, Il y a eu une formule avec de l'étain au tout début, mais après c'est vraiment support cuivre argenté. Alors là c'est l'inverse. Hein, quand on fait un daguerreotype, on rentre dans un degré de précision puisque c'est la granulométrie du grain d'argent qui va donner le détail. Il faut savoir que dans les années 1840, quand on fait un daguerreotype, on le regarde à la loupe. L'idée c'est tout petit. Hein. L'idée c'est regarder l'image à la loupe. Et donc, on est dans des... Vous savez, l'histoire des techniques, c'est toujours très drôle parce que c'est l'histoire de la démocratisation d'une réussite. Donc, quand on sait très très bien faire, on veut le partager avec tout le monde. Donc, si on veut le partager avec tout le monde, on baisse en qualité. Et donc, le daguerreotype, finalement, était très cher à fabriquer. Donc, peu à peu, on a eu des techniques alternatives, encore une fois, qui ont démocratisé le système. Donc, le calotype, c'est le papier par imbibation gallo-argentique. Le daguerreotype, on est aussi dans une problématique de l'argentique, mais sur du support métal. Et puis on va avoir une déclinaison comme ça de procédés sur verre, par exemple, qui vont aussi avoir énormément de succès. Puis le fameux cyanotype, qui est certainement le moins inerte des procédés. Ah oui, le cyanotype, alors c'est la réussite absolue chez les artistes contemporains aujourd'hui. Alors c'est un procédé très ancien, mais qui est ultra facile d'emploi, qui est basé sur la sensibilité des oxydes de fer, donc il est bleu. Déjà, on reconnaît un cyanotype, c'est bleu. Mais la particularité, c'est que quand on sensibilise un papier cyanotype, eh bien, on peut l'utiliser tout de suite. On le met à la lumière ou on pose un objet, on a par exemple un photogramme, on peut l'utiliser tout de suite. Si on le met dans une chambre photographique, on a une image. Et pas besoin de développer, on rince à l'eau. Donc on a vraiment la photographie, alors ce n'est pas un problème d'automatisme, c'est de simplifier. Et en plus, j'allais dire, ce bleu, qui vient effectivement des sels de fer et de cyanure, c'est quelque chose qui est très beau. Donc on a une séduction du cyanotype aujourd'hui, alors on en voit beaucoup. Une forte tendance. Et puis il y a un terme qui fait rêver aussi par son nom. Et en général, quand les photographes le prononcent, il y a une forme de respect. Les collectionneurs aussi, on se met un peu dans le noir, c'est la gomme bichromatée. Ah oui, la gomme bichromatée, c'est un procédé qui est particulier parce que alors là, on a une sensibilité qui est obtenue par le bichromate de potassium, qui est mélangé à une gomme. Hein, donc on a une espèce de mélasse, si vous voulez, qu'on va répandre sur son papier ou sur son support, quoi qu'il soit. Et on va
un solé, c'est-à-dire à travers un négatif, hein, on va faire passer une lumière et une image. Et la particularité, c'est qu'on ne va pas avoir l'image tout de suite, parce que le bichromate va durcir là où il reçoit de la lumière, et puis il va rester mou finalement dans la partie où il ne reçoit pas. Donc on va dépouiller l'image. Donc on va passer l'image avec un peu d'eau et un petit pinceau, et on va faire apparaître l'image manuellement. Donc ça veut dire qu'on peut s'arranger avec les détails, qu'on peut nuancer les contours. Et donc la gomme bichromatée, qui a été extrêmement célèbre avec les fameux pictorialistes dans les années 1900-1910, c'est-à-dire ceux qui faisaient une photographie très proche de la gravure et des arts du dessin, se retrouvent aujourd'hui aussi réemployés par des artistes contemporains, mais avec une iconographie tout à fait différente. Par exemple, une iconographie très géométrique ou très colorée. Et donc, on a finalement des images photographiques qui sont toutes dans leur matière, hein, et c'est très particulier. La gomme, c'est vraiment quelque chose, d'abord, c'est assez compliqué à faire, surtout quand on fait des couches de couleurs différentes, mais on est très très proche des arts du dessin, très très proche de la matière. C'est intéressant d'ailleurs quand vous mentionnez le fait que c'est avec des pinceaux que l'on dépouille, Oui. et ce sont des gens aussi qui sont très proches des impressionnistes, Oui. donc là il y a évidemment des ponts. Et puis, alors, tout ça c'est des procédés, on va dire, entre les années 30 et 50, début 50. Il y en a un que je ne connaissais pas, qui est le collodion humide. Ah ben, il est très important, le collodion. Alors, humide puis sec, hein, ça apparaît dans les années 1850, 1860, 70 au 19e siècle. Alors, la grande particularité du collodion, c'est que c'est une substance photosensible qui va être appliquée sur du verre. Parce que le grand problème du calotype, support papier, donc négatif papier, donc très peu transparent, des images un peu douces, hein, pas très détaillées, eh bien, à un moment donné, on va se dire, mais en fait, il faudrait avoir un support très transparent, le plus transparent possible. Donc, ça va être l'idée de sensibiliser des plaques de verre. Et le collodion, donc ça va être cette substance sensible imprégnée d'argent et de colloïdes et de collodion, ça va se répandre un peu comme un sirop, si vous voulez. On va le mettre sur sa plaque de verre, alors tout ça dans le noir, chargé humide dans la chambre photographique. Et là, non seulement on a un temps qui est assez réduit de pose parce que c'est très sensible, mais surtout, une fois qu'on va avoir son image et qu'on va la développer, on va avoir un négatif qui sera sur une plaque de verre. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra tirer beaucoup de positifs avec une grande précision. Donc ça, c'est vraiment un procédé majeur du 19e siècle. Après l'arrivée de Kodak, de l'instantané, le verre étant lourd, fragile et compliqué, on va passer sur du support celluloïde. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, vous avez depuis une vingtaine d'années des artistes contemporains qui réinventent et reprennent le collodion humide parce qu'il a une teinture tout à fait particulière. D'abord, il y a le côté artisanal de la fabrication de cette substance et de cette plaque. On peut la manipuler et elle produit une sorte de peau photographique, hein, qui donne une espèce de nuance très particulière. Et aujourd'hui, on a des collodions sur verre, mais on peut aussi les avoir sur d'autres supports. Donc vous voyez, c'est comment finalement des procédés qui ont eu une première vie sont réactivés. Moi, je n'hésite pas à parler de renaissance de la photographie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de redécouverte avec un nouveau langage, avec des nouveaux sujets. Et puis, dans un rapport à la technique qui est toujours expérimental. Ce n'est pas une norme. La norme, c'est le numérique. Hein, et puis les logiciels qui permettent d'en faire ce qu'on veut. Mais tout ce qui est anormal ou à côté de la norme.